sommes ensemble jusqu'à minuit. L'Afterfoot avec Ali Benarbia, avec François Manardo et avec nos drôles de dames qui vont se succéder. David Lortolari, Philippe Auclair, Fred Hermel. On parlera donc de l'Allemagne, de l'Angleterre et de l'Espagne. C'est David Lortolari qui est le premier à nous rejoindre dans l'After. Salut David. Allô Freunde, salut messieurs, salut à tous. Une journée de folie en Bundesliga aujourd'hui. Oui, la folie, effectivement, 20e journée aujourd'hui avec ce derby bavarois entre Ingolstadt et le Bayern Munich. C'est le Bayern qui s'est imposé 2-0. Vidal et Robben pour les buteurs au 90 et 92e. Et dans le même temps, Leipzig qui est deuxième a perdu. Et dans le même temps, Dortmund s'est incliné sur le terrain de Darmstadt. Ça y est, le championnat est plié en Allemagne, David ? Alors le matelas du Bayern devient vraiment confortable, effectivement, avec une vraie avance maintenant pour le Bayern sur Leipzig, qui lui-même a aussi encore un matelas confortable d'avance sur les poursuivants. Petit résumé. 7 points d'avance sur Leipzig et donc 14 sur le troisième qui est Francfort. Donc voilà. Alors pour le Bayern, ça a quand même été mauvais, messieurs, pendant une demi-heure, 45 minutes, 60 minutes même. Le problème, c'est que même quand le Bayern est mauvais, bien sûr, pour les adversaires, vous avez toujours des joueurs d'exception. Vous avez Arturo Vidal qui s'est présenté dans la surface, qui a trouvé une petite faille dans la défense adverse, et boum, 0-1. Et derrière, Robben, entré en cours de match parce qu'il n'était pas titulaire au coup d'envoi. C'était un choix d'Ancelotti qui avait proposé un 4-3-2-1. Vous savez, le fameux sapin de Noël qu'on lui avait vu présenter déjà par le passé. Sans ailier, donc, Robben a fini par rentrer. Robben a marqué le deuxième but et le Bayern s'est imposé difficilement. Ça a été pénible, mais il s'est imposé comme souvent en 2017. David, ça vaut quoi cette équipe du Bayern pour la Champions League? Prochain match contre Arsenal mercredi. Ouais, mais ça vaut quoi au niveau? C'est une vraie question dérangeante, Ali, en fait. Parce que je sais, c'est pour ça que je l'ai gardé pour toi. On discutait un peu avec Philippe Auclair là les derniers temps parce que je suis vraiment pas sûr de ce que peut présenter le Bayern contre Arsenal. Ça n'est pas au point encore sur le plan physique. Ça ne tourne pas très très fort. Il se cherche. Ouais, il se cherche. Il n'y a pas de changement de rythme. Il n'y a pas réellement de fraîcheur. Les joueurs d'aile notamment qui sont les solutions au Bayern, Robben, Ribéry, Douglas Costa, Kingsley Coman, pour l'instant c'est pas du tout convaincant, sauf alors Robben bien sûr a marqué aujourd'hui, mais c'est un peu le sauveur. Devant, Thomas Müller continue d'être à la recherche de son niveau. Et puis Lewandowski ne peut pas marquer à tous les matchs non plus. C'est un excellent attaquant, mais il est bien serré par les défenses adverses. Et du coup, on s'inquiète un peu pour le Bayern. Aujourd'hui, Xabi Alonso, avec ses 35 ans, a eu la chance de distribuer quelques caviars parce qu'il n'a pas été trop attaqué. Mais imaginons que Arsenal s'occupe de lui avec un pressing haut. Je pense qu'une équipe d'Arsenal à peu près d'aplomb peut vraiment déranger le Bayern. D'ici à ce qu'il y ait une surprise et une qualification d'Arsenal, je sais pas, c'est très difficile de pronostiquer cela, mais ça va pas très bien Arsenal aussi, donc pour le coup, on en parlera tout à l'heure avec Philippe Auclair, mais ça va pas terrible non plus. Donc c'est pas le Bayern. Non, mais on le disait, c'est ce qu'on disait. Il y avait peut-être une fin de cycle avec l'âme qui annonce la fin de sa carrière, avec Robben et Ribéry, etc., etc. C'est peut-être une saison où il va y avoir une transition l'année prochaine, quoi, pour le Bayern Munich. L'année prochaine, peut-être, en effet, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles Philippe Lahm s'est dit, bon, allez, hop, terminé dès 2017. Il est malin, le petit Philippe Lahm, mais bon, effectivement, peut-être que l'année prochaine, ce sera une transition, parce qu'il faut que Douglas Costa, encore jeune, il faut que Kingsley Coman, encore plus jeune, s'installe dans cette équipe offensivement, et puis il faut trouver maintenant aussi des successeurs à Xabi Alonso, à Philippe Lahm. Vraiment difficile à dire. À Munich, on se méfie de ce tirage contre Arsenal. C'est pas parce que le Bayern a éliminé régulièrement Arsenal les derniers temps, a régulièrement battu Arsenal aussi dans les matchs de poule, pas toujours mais souvent, qu'on se méfie pas d'Arsenal. Donc je vais venir à pas feutrer en milieu de semaine pour me confronter à Philippe Auclair. Ouais, mais le Bayern est sûr de sa force aussi, comme il est tout le temps. C'est dans sa composition, son ADN. La preuve, le Bayern sorti en 8e, ça peut arriver, mais j'imagine mal, surtout contre Arsenal, ou alors là au niveau de la mentalité ou la culture de la gagne entre les deux effectifs. Pour moi, entre le Bayern et Arsenal, il y a quand même ces deux équipes se cherchent.
Je vois Je encore cherche un peu d'enjeu, je vois encore mais beaucoup sur la d'équipes Ligue qui des se Champions, cherchent, tu vas hausser ton niveau. Ouais. À partir Sur la Ligue des c'est qu'à- Champions, c'est autre chose. C'est qu'à Il y partir aura des plus quarts, d'intensité, forcément. Là, tu expédies des affaires courantes avec la Bundesliga, ils le savent, les Allemands. Enfin, les Munichois, pardon. Ouais, Et David, est-ce que du côté de Dortmund, on s'inquiète un peu? Je vois que Dortmund pointe au classement à la 4e place, que derrière ça pousse. Enfin, faut quand même se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, j'imagine. Bien sûr. Dortmund qui a perdu contre Darmstadt malgré un but de Guerreiro cet après-midi et qui s'est fait vraiment bousculer pour le peu que j'ai vu. Voilà, est-ce qu'on s'inquiète quand même du côté de Dortmund? Ouais, alors je vais vous rappeler un peu, enfin une petite séquence nostalgie en quelques secondes. Thorsten Frings est devenu entraîneur de Darmstadt. Bon, ancien du Werder, et on sait que c'est un homme qui peut motiver ses troupes. Et puis il y a Hamit Altintop qui est revenu de Turquie et qui est revenu à Darmstadt, qui a livré un match formidable aujourd'hui avec Darmstadt. C'est vraiment Dortmund est tombé sur un os, tombé sur une équipe très très robuste. Ça c'est un mot que j'emploie souvent, mais avec Darmstadt c'est sûr, parce que c'est l'une des armes principales de cette équipe. Et puis quand vous avez Altintop, malgré son âge avancé, qui revient pour organiser le jeu, c'est magnifique. Victoire de prestige de Darmstadt qui a fait tomber Dortmund. Alors Dortmund, il n'y a pas forcément une grande inquiétude sur le classement. Parce que si vous regardez bien, il y a tout un tas d'équipes avec le Hertha Berlin, avec Eintracht Francfort, avec Hoffenheim, avec Francfort, je l'ai cité. Toutes ces équipes vont lutter pour la 3e place, peut-être derrière Leipzig. Donc il y a une qualification directe en Ligue des Champions qui est très accessible encore. Mais le Borussia, ça peut être à la fois très fort lorsque ça marche bien avec Dembélé, avec Aubameyang, avec Reus, avec Schürrle, avec quelques autres devant. Mais aujourd'hui, vous avez un Dembélé qui a été moins bon que lors du match précédent, par exemple. Pas de but d'Aubameyang, Reus qui frappe sur la barre, si je me souviens bien. Et puis ça tourne mal et une défaite à l'extérieur. Et effectivement, Dortmund qui reste dans cette espèce de peloton de poursuivants derrière les deux premiers. Très bien. Bon, c'est vrai que pour Dortmund, on peut s'inquiéter. Peut-être un dernier mot de Leipzig encore, qui rentre un peu dans le rang. On s'en doutait un petit peu, mais défaite 3-0 à domicile, elle fait mal quand même contre Hambourg. Elle fait mal. Leipzig n'avait pas pris cette saison plus d'un but à domicile. Ça n'était jamais arrivé. Là, c'est 3 d'un coup. Ils sont tombés sur un os, et cet os s'est appelé Papadopoulos, l'ancien défenseur central de Leverkusen, qui est maintenant à Hambourg. 2 buts de la tête, 2 coups de boule magistraux de la part de Papadopoulos. C'est la tête carrée là, un peu. C'est exactement, ça, Ali. grec, là. Oui. Ouais, je me souviens de lui. Ouais. Il marque deux coups de tête formidables, et Leipzig, c'est ce qui devait arriver en fait. Alors ça tombe sur un seul match, à la limite c'est bien pour eux, mais tout a tourné du mauvais côté pour Leipzig aujourd'hui. Il y a eu une blessure pour Youssouf Poulsen, l'attaquant danois. Ça n'a pas tourné dans le bon sens, et du coup, comme Hambourg est un peu en train de se refaire la cerise, voilà, ils sont tombés sur un os. C'est 2 buts de Papadopoulos. Le retard sur le Bayern, mais à Leipzig, on n'a jamais annoncé officiellement qu'on voulait lutter pour le titre. Ah bah non, ils sont promus, quand même. En plus, oui. C'est avec une fois, vous le savez, qu'un promu se champion. Oui, ils sont restés prudents. Bon. Très bien. Ils sont David, tombés sur un os, sinon. Oui. On a bien un os, pas un os. Un os. Chez les Lortolari, c'est un os. Papadopoulos. Benfica Dortmund mardi et Bayern Munich Arsenal mercredi pour le programme des clubs allemands Ligue des Champions. Pour Leverkusen, ce sera la semaine suivante. Leverkusen va bien, lui, par contre, parce qu'il s'appuie sur un Chicharito qui a marqué 2 buts, l'attaquant mexicain. Attention à Chicharito, quand il est en forme, il peut vous renverser un match. Ils ont gagné aujourd'hui 3-0 contre Francfort. C'était une belle performance, Leverkusen. Je croyais qu'il était un peu sur le départ, lui, au mercato d'hiver, Chicharito, qu'on n'en voulait plus du côté de Leverkusen, non? Je me suis trompé? Oui, il n'en est qu'à 7 buts cette saison, ce qui n'est pas un score extraordinaire. Mais sauf qu'aujourd'hui, contre une équipe très très forte qui est celle de Francfort, qui marche bien cette saison, il a suffi qu'il se réveille et voilà, il peut renverser toute une équipe sur son passage. Et il va falloir se méfier. Je crois que c'est l'Atlético Madrid, il me semble, l'adversaire de Leverkusen, donc ce sera très compliqué. Mais c'est un joueur de classe mondiale, évidemment. David Lortolari, Dankeschön. Mais de rien, messieurs. Salut, salut David. Salut. Allez, les drôles de dames continuent dans l'after avec Philippe Auclair, cette fois, qui va nous parler du championnat anglais. Salut Philippe. Salut à toutes et à toutes, bonsoir. La première ligue, avec Liverpool aujourd'hui qui a battu Tottenham 2-0, Arsenal qui a battu Hull 2-0, je vous donne les résultats. Même score pour Manchester United contre Watford, Southampton l'a emporté 4-0 sur le terrain de Sunderland, Stoke a dominé Crystal Palace 1-0, 2 partout entre Ham et Bromwich, West Ham et West Bromwich, 2 partout, donc Middlesbrough Everton 0-0, Chelsea continuera demain cette 25e journée sur le terrain de Burnley, Swansea Leicester
Leicester et Bournemouth Manchester City. Ça, ce sera pour lundi. Philippe, Liverpool-Tottenham. Je te l'avais dit. Victoire de Liverpool 2-0, un doublé de Sadio Mané, qui est peut-être l'un des meilleurs attaquants cette saison en Europe. Écoute, je pense qu'on peut le dire sans trop craindre d'être démenti. 11 buts en 23 matchs pour Sadio Mané, quand on sait qu'il ne tire pas les coups francs, qu'il ne prend pas les pénaltys, c'est assez remarquable. Quand on sait d'ailleurs également qu'il n'est pas avant-centre, mais ailier, joue sur le côté droit la plupart du temps. Donc il a fait un énorme match, mais il n'a pas été le seul. Toute cette équipe de Liverpool a livré 45 minutes absolument phénoménales, complètement pris Tottenham à la gorge dès le coup d'envoi. On a retrouvé la très belle équipe de Liverpool de la fin de l'automne et du début de l'hiver qui jusqu'au 1er janvier de cette année faisait vraiment figure de candidat au titre, malgré les réserves qu'on pouvait avoir sur la minceur de l'effectif, l'énergie que Klopp exige de ses joueurs, ou les dépenses d'énergie que Klopp exige de ses joueurs. Mais on a vu pendant 45 minutes, franchement, un Liverpool éblouissant et un Tottenham qui était incapable de réagir et qui était incapable de réagir pendant 90 minutes. Et je te dirais une chose, c'est que bien évidemment, du côté de Chelsea, je dirais pas qu'on est en train de déboucher le champagne, mais à mon avis, on l'a monté de la cave et on l'a mis au frigo. Parce que si Chelsea venait à l'emporter demain à Burnley, c'est pas évident. Hein. Burnley est une équipe difficile à bouger à domicile, qui en fait serait 3e au classement si on ne prenait en compte que les résultats à domicile. Donc c'est pas gagné d'avance, mais si Chelsea faisait un résultat, là l'écart devient très très conséquent avec ses poursuivants. Et du coup, on pourrait dire que pour Tottenham, d'une part, c'est adieu le titre. D'ailleurs, ayant parlé avec Hugo Lloris après la rencontre, il était franchement navré de la prestation de ses coéquipiers et il reconnaissait que maintenant il fallait plutôt penser à préserver une top 4. Et je crois que c'est un petit peu comme ça que tous les poursuivants de Chelsea pensent aujourd'hui. Préserver une place dans le top 4 pour le titre, ça devrait être les Blues. Un petit mot sur ce match entre Liverpool et Tottenham. Je crois, Ali, tu en as parlé tout à l'heure dans tes 3 points. Ouais, dans le sens où Liverpool, c'était où ça passe, où ça casse. Et je les voyais mal, même faire un match nul devant Tottenham à domicile. Il fallait absolument qu'ils gagnent, ils récupéraient Mané, mais je sentais que cette équipe a été vraiment prête pour les 3 points. Et non pas vouloir dérouler comme en début de saison, ils étaient un petit peu dans le dur. Et là, je pense que c'est reparti pour Liverpool pour enchaîner les victoires. Et par contre, ça y est, c'est bon. Hein. Comme le PSG le faisait avant, on oublie la première place pour le titre et on laisse un petit peu la bataille de ce top 4, top 5. Il y a une chose de plus à signaler pour Liverpool, excuse-moi, mais une chose à signaler en plus, c'est que Liverpool va maintenant bénéficier de 15 jours de repos quasiment. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés en FA Cup, parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ils ont été battus à domicile par Wolverhampton, ils ne sont pas en Europe, donc il va y avoir une espèce de petite mini-trêve hivernale qui pour un entraîneur comme Jürgen Klopp, encore une fois quand tu penses à ce qu'il exige de ses joueurs, est une excellente nouvelle. Donc tu verras à Liverpool dont les batteries ont été rechargées, pour le retour du championnat pour la 26e journée, qui est donc dans 15 jours seulement. Pour le titre, c'est trop tard. Pour le top 4, par contre, après un début d'année extrêmement compliqué, tu peux dire, Liverpool est de retour dans la bagarre, mais ça va être une bagarre invraisemblable. Vous regardez l'écart entre l'équipe qui est seconde et l'équipe qui est 6e en ce moment. Je veux dire, en ce moment, il est impossible de faire des prédictions. On ne peut se baser que sur des dynamiques et quelques résultats, mais d'une semaine à l'autre, notre opinion change. Oui, c'est vrai. Arsenal a battu Hull 2-0, un doublé d'Alexis Sanchez. On va pas s'attarder sur la rencontre. Hein. C'était pas un grand niveau, mais victoire importante pour Arsenal après 2 défaites. Tu nous parlais d'Arsène Wenger hier. On s'était séparés sur l'avenir d'Arsène Wenger. Qu'en est-il alors aujourd'hui? Parce que je crois qu'il a un peu démenti. il a dû apporter quelques décisions. Quelques précisions. T'as teasé hier. Oui, j'ai teasé un petit peu hier, mais simplement, c'est pas la première fois qu'on se pose des questions, bien évidemment. Mais il a dit, il était très drôle, il était en d'excellente humeur, vous pouvez imaginer après cette victoire, qu'il a beaucoup soulagé. Il a dit, je suis vraiment très reconnaissant, vous vouliez que je me repose, mais je ne me sens pas encore prêt pour cela. Donc, c'est un démenti. D'un autre côté, il est exact que cette équipe d'Arsenal joue, à mon avis, joue sa saison de toute façon la semaine prochaine, enfin la semaine qui vient, puis avec ce match contre le Bayern. Ça, c'est absolument crucial qu'Arsenal fasse quelque chose en Ligue des Champions pour sauver sa saison, parce que pour le reste, ce ne serait pas
un parcours en FA Cup qui changerait quoi que ce soit à l'affaire. Non, mais on a senti, je ne suis pas le seul, Ian Wright s'était exprimé à ce sujet chez nos collègues de Talksport, mais on sent une certaine fatigue. Et j'ai surtout senti un certain énervement, excusez-moi, chez Arsène Wenger vis-à-vis de ses joueurs après la défaite contre Chelsea. Alors je sais que ce ne sont que des impressions, précisons-le bien évidemment. Ce ne sont que des impressions, mais des impressions de personnes qui quand même connaissent Arsène Wenger depuis un certain temps et le trouvent, comment dire, peut-être pas aussi concerné. Impliqué. Ouais, enfin bon, il est impliqué à fond dans ce club. C'est son club, c'est sa vie. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est plutôt, il y a un moment ou à un autre, il va falloir faire un choix. Et l'une des choses, bien évidemment, qui taraude les supporters d'Arsenal, c'est le fait que nous sommes maintenant à 6 mois du renouvellement de la fin de son contrat. Nous sommes à 3 mois maintenant, un peu plus de 3 mois de la fin de la saison. Nous ne savons toujours pas si Arsène Wenger va prolonger ou pas. Nous avons, il y a des informations qui circulent comme quoi une prolongation de 2 ans lui a été proposée. Nous ne savons pas s'il va la signer ou pas. Et pour le club, c'est quand même un certain signe d'instabilité. Tu ne peux pas te permettre d'être comme ça au bord de la falaise sans savoir si tu vas reculer ou si tu vas sauter. Et du coup, il y a une grosse pression sur Arsène Wenger. Et là, comme en championnat, même aujourd'hui, on va pas parler du match, mais le match, Arsenal a eu une chance, mais invraisemblable. Et si Arsène Wenger se plaint de l'arbitrage avant la fin de la saison, on lui rappellera ce qui s'est passé dans ce match contre Hull City, où franchement, Mark Clattenburg a laissé passer des choses qui n'auraient jamais dû passer. Donc oui, il y a une incertitude qui pour moi est aussi forte qu'elle était il y a de ça 3 ans, avant la finale de FA Cup gagnée contre Hull City, qui lui avait permis en fait de continuer, d'avoir ce fameux trophée qui manquait depuis 2005 et de continuer comme entraîneur d'Arsenal. Là, c'est également on est dans l'indécision, on est dans le flou. François. Philippe, je me demande si tu n'as pas le sentiment qu'il y a au sein du conseil d'administration d'Arsenal presque une envie de voir Arsène Wenger leur faciliter la tâche, parce que avec un tel bail dans le football moderne et avec un seul club, la grande difficulté c'est de bien se dire adieu, ou en tout cas au revoir. Et si du côté du conseil d'administration finalement on serait pas soulagé à l'idée que, avec sans doute un parcours avec panache en Ligue des Champions, ça faciliterait peut-être la tâche et la fin de cycle, mais de refermer l'histoire, de refermer le livre de l'histoire Arsenal-Wenger. Oui, en espérant que ça se passe bien. Je crois que c'est surtout l'une des choses que tout le monde souhaite. Parce que ne vous trompez pas, ne vous leurrez pas quand vous voyez un supporter brandir une pancarte disant Arsène Wenger doit partir, etc. Même si jamais il y a beaucoup, les gens discutent bien évidemment ses choix, se posent la question de la nécessité d'un renouvellement de l'encadrement d'Arsenal. Il y a un tel respect, une telle admiration pour Arsène Wenger que tout le monde, je dis bien absolument tout le monde, veut que ça se termine bien. Or, généralement, en football comme en politique, les histoires se terminent généralement mal. Et là, on est franchement à un moment où, en effet, comme tu dis, peut-être que le board d'Arsenal, encore que le pouvoir de ce board s'apprête à discussion, dans la mesure où le grand patron d'Arsenal, ce n'est pas le directeur exécutif Ivan Gazidis, c'est Arsène Wenger, qui se considère comme un chef d'entreprise, qui est en place depuis maintenant, depuis 1987. Oui, c'est énorme. Donc ça complique sérieusement la tâche, mais ça on l'a toujours su que ça serait compliqué. Et plus les années passent, plus ça devient compliqué. Et donc il vaudrait mieux en effet qu'une décision soit prise clairement et vite, et si possible par M. Wenger lui-même. Avec un départ en Chine sûrement. Oui, pas sûr, franchement. Une petite retraite tranquille, non, en Alsace. Ouais. Bon, l'exotisme, il a déjà donné. C'était il y a très longtemps. Mais Chine, on a souvent parlé du PSG. Non, en Chine, tu penses? Ouais, il reprendra pas l'Europe. Juste un dernier mot peut-être, Philippe, très vite, sur Manchester United qui a battu Watford 2-0, un but, une passe pour Anthony Martial. Est-ce que ça peut faire changer un peu d'avis José Mourinho, qui, on le sait, l'a souvent mis sur le banc ces derniers temps, l'a souvent critiqué? Il l'a souvent critiqué, mais il l'a fait jouer. Et c'est ça le plus important. Et ça peut faire partie de la stratégie employée par José Mourinho pour que Anthony Martial montre ce dont il est capable, qu'il exprime son talent
aussi pleinement qu'il l'a fait quand il est arrivé à Manchester United. Et à ce sujet, une petite stat que j'ai balancée sur Twitter tout à l'heure, mais malgré tout, depuis son arrivée, il y a donc 1 an et demi de cela, aucun joueur n'a pris une telle part au but marqué par Manchester United qu'Anthony Martial. C'est lui qui arrive en tête. 22 buts, 14 buts, 8 passes décisives. Ce qui n'est pas le bilan d'un joueur qui est un échec complet. Donc, je crois, si José Mourinho l'a fait jouer aujourd'hui, c'est qu'il croit en Anthony Martial. Maintenant, c'est à Anthony Martial de donner à José Mourinho les preuves que José Mourinho a raison de croire en lui. Je crois qu'on en est là et qu'on est à un moment très important de la carrière de Martial, mais qu'il ne faut surtout pas s'imaginer qu'il a été mis à l'écart par son entraîneur. Je dirais plutôt que c'est le contraire. Son entraîneur est en train d'essayer de tirer le meilleur de lui et on va voir si ça va réussir. Mais à mon avis, la balle est fermement dans le camp du joueur. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, Philippe. Et à bientôt. Salut, Philippe. Ciao. À très très vite. Ciao, ciao. Fred Hermel sera avec nous dans un instant pour parler de Barcelone, qui a battu Alaves 6-0. Barcelone, prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Je vous donnais l'information, Lassana Diarra tout à l'heure. Je vous la répète si vous nous rejoignez dans l'after. Lassana Diarra n'est pas dans le groupe pour affronter Nantes demain. C'est un choix de Rudy Garcia. Il y a une information qui a circulé comme quoi il ne voulait plus jouer à l'Olympique de Marseille et finalement c'est faux, nous dit Lassana Diarra, son entourage. Nous avons contacté ce soir son entourage. C'est faux, il sera là demain pour s'entraîner à la commanderie avec les joueurs qui n'ont pas été retenus pour le déplacement à Nantes. Bon, son avenir semble quand même en suspens, on en a parlé tout à l'heure. On se retrouve dans un instant, on parle de Barcelone avec Fred Hermel.